Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Cette semaine, au Héros Anonyme, nous recevons deux femmes qui ont fait un virage de carrière vers le communautaire, interpellées par l'importance de soutenir les jeunes et les femmes vulnérables. Notre première invitée, Diane Pilote, directrice générale de la Maison Doris, a d'abord grimpé les échelons dans le secteur bancaire, occupant des postes très haut placés. Puis son cœur s'est laissé émouvoir par le destin tragique de Doris, une jeune femme en situation d'itinérance dans les années 1970 qui a connu un triste sort alors qu'elle cherchait simplement, comme elle le disait, un endroit où aller, sans regard indiscret ni trop de questions. Le sanctuaire que Doris cherchait est né 3 ans plus tard et c'est aujourd'hui Diane Pilote qui en assure la direction. Quant à notre seconde invitée, c'est sa carrière de conseillère municipale qui l'a menée à l'organisme POSA SDM qui œuvre auprès des jeunes en difficulté. Plus de 2800 jeunes bénéficient de l'un des 7 services donnés aux moins de 35 ans par l'équipe de 14 employés du POSA SDM. Autre point commun dans le récit de nos deux héroïnes anonymes, le soutien de personnalités publiques à la mission des organismes qu'elles dirigent. Ainsi, POSA SDM collabore avec l'animateur et humoriste Stéphane Fallu et la Maison Doris bénéficie du soutien de Jean Coutu et son épouse Marcelle. Après la pause, Diane Pilote, directrice générale de la Maison Doris. La Maison Doris, c'est 37 957 heures d'écoute, 39 019 repas servis et 21 830 vêtements distribués aux femmes qui vivent en situation précaire. C'est surtout une équipe dévouée autour de sa directrice générale que nous recevons aujourd'hui au Héros Anonyme, Diane Pilote. Bonjour Diane. Bonjour. Ce sont des statistiques assez éloquentes sur l'importance de votre travail. Oui, c'est des statistiques, effectivement, puis c'est bon de les ramener, puis surtout de se souvenir qu'il y a beaucoup de monde derrière ça. Les femmes, le nombre de femmes que l'on aide est important, mais le nombre de personnes dédiées. Hier, j'étais avec un groupe de bénévoles. Vous savez, maintenant, chez Doris, c'est une centaine de bénévoles, c'est une centaine d'employés. C'est vraiment génial. Puis oui, effectivement, on offre du répit, du réconfort, de l'attention, de l'accompagnement à actuellement plus de 1500 femmes par année. On pense même avec nos statistiques qu'on est en train de terminer pour la dernière année d'être autour de 1700 femmes qu'on aura aidées dans la dernière année. D'une certaine manière, c'est une bonne chose de voir à quel point vous réussissez à toucher ces femmes. D'un autre côté, malheureusement, je pense que c'est éloquent de la situation de l'itinérance là, qui va en grandissant. Oui, c'est toute la précarité. Vous savez, il y a l'itinérance puis il y a la précarité. Chez Doris, c'est un grand refuge. On l'appelle la fondation du refuge.
mais on peut se dire que c'est un grand refuge qui maintenant comporte, à partir de décembre de cette année, 6 points de service différents. Fait que c'est un grand refuge de 6 points de service, c'est des résidences, mais c'est au niveau du centre de jour là, pour répondre à la grande question de c'est comment ça que ça continue d'augmenter. Ouais. C'est près de 40 nouvelles femmes qui viennent au centre de jour à tous les mois, cogner, pour la première raison, précarité financière puis besoin de s'alimenter. Premier besoin d'aide, besoin de filet social, besoin de discuter, puis besoin de trouver des solutions. Alors, 40 nouvelles par mois, d'où ils proviennent réellement, précarité financière, de l'augmentation des coûts de la vie et surtout, comme je le sais que tout le monde en entend beaucoup parler, mais c'est une réalité, le logement abordable. Oui, bien, je pense que chez la plupart, effectivement, des invités que nous avons eus, ça a été un peu le pivot là, malheureusement, de l'explosion de la situation. C'est en effet pas la première fois que nos invités nous parlent là, de la crise du logement qui a des impacts désastreux. Oui, c'est la partie la plus importante. Vous savez, les organismes comme chez Doris, on a développé par tous nos moyens, par l'appui qu'on a eu d'une portion gouvernementale, d'une portion des donateurs indispensables des grandes fondations. On a développé des ressources où on peut loger des gens, mais c'est pas suffisant. Le besoin, il est très grand. Il s'accumule à tous les mois de juillet. On a vu cette croissance-là, nous, l'année passée au mois de juillet, puis elle ne va pas en diminuant. Fait que là, on voit venir la prochaine période où combien de personnes se retrouveront sans le moyen de se loger. C'est sûr qu'on s'y attend. Puis, elle change l'image de l'itinérance et de la précarité à Montréal dans une grande portion de façon très rapide. Il y a comme eu des vagues. La vague après COVID, qui était plus maladie mentale et désorganisation, est devenue vraiment besoin d'aide de base, dans les besoins de base d'une clientèle puis de des femmes de plus en plus vulnérables. Oui. Bien, donc, évidemment, avec Juillet, on parle un peu de cette fameuse période des déménagements. Et pour ce que j'entends, plusieurs femmes, ce déménagement-là ne se fait vers un logement qui n'existe plus, qui n'existe pas, qui n'est pas accessible. Qui n'est surtout pas accessible, effectivement, en termes de dollars. Il y a des subventions, ça, faut bien le rappeler. Il y a des subventions du gouvernement. Il y a beaucoup de collaboration entre nous tous et l'OMHM, un organisme à Montréal, avec la SHDM. Chez Doris, c'est un partenaire aussi, mais à ce niveau-là, les femmes doivent quand même se conformer à certains critères caractéristiques et ça demande beaucoup de travail administratif. Donc, effectivement, il peut y avoir une période de 2 à 3 mois, des fois, d'écart entre le logement subventionné et le moment où je suis évincée ou au moment où je n'ai plus de toit. Puis 2 à 3 mois dans la vie d'une femme ou d'un homme, mais des femmes, c'est long. Il faut arriver à développer plus de résidences de transition, résidences où on peut venir en aide rapidement dans une situation qui se désorganise avant même l'itinérance. Notre métier à nous, et je le dis souvent, là, l'itinérance ou la précarité des femmes, c'est une précarité qui est crève-cœur parce que une femme, une nuit dans la rue, c'est sûr que c'est déjà potentiellement un trauma. C'est pas que je veux, comment je dirais, qualifier l'itinérance homme-femme, mais le danger pour la femme est réellement, il est réel et il est rapide. C'est pour ça qu'on parle souvent d'itinérance cachée chez la femme. On la voit moins, l'itinérance de la femme, parce que quand elle est vue, elle est déjà dans un processus où elle doit se prémunir pour se protéger de certains actes ou certaines situations où elle pourrait se retrouver une cible, que ce soit en prostitution ou en acte de violence sexuelle. Donc, nos femmes, oui, sont dans des situations plus précaires à ce niveau-là. Je pense qu'il y a bien des maisons d'hébergement pour femmes là, qui prônent même une certaine reconnaissance de la distinction de la situation pour les femmes qui vivent en situation d'itinérance.
Oui, chez Doris le fait. Je veux que vous Mm. sachiez et on a une belle réponse actuellement des élus, mais on a fait, il y a de ça un mois, une lettre ouverte dans la presse par rapport au dénombrement qui allait se Oui, produire. Et c'est un fait. C'est réellement un fait que l'itinérance féminine, considérant la femme, donc je vais le dire comme ça, je ne veux pas choquer personne. mm. La femme, là où c'est plus difficile, son itinérance, c'est que vous savez que la femme porte les enfants, c'est la mère, c'est la personne qui normalement protège. Mm. Alors, avant d'accepter de se démontrer puis d'aller chercher de l'aide de façon connue, ça prend beaucoup, beaucoup de courage dû à ce phénomène qui nous appartient, qui est comme ça, puis qui fait en sorte que quand elles arrivent là, elles doivent passer par rapport à un bagage de fierté puis de ne pas se sentir coupable avant de venir demander de l'aide. Fait que c'est vrai qu'elles ne viennent pas. Puis même dans le dénombrement, quand on dit qu'on fait le dénombrement dans les différents refuges puis dans les différents centres, ben elles viennent pas tout le temps. Elles vont aller chez des amis, elles vont Mm. faire comme si ça n'existait pas. Puis au moment du dénombrement, elles ne veulent pas répondre aux questions. Vous savez, les questions du dénombrement, ils sont tellement détaillées dans la situation du pourquoi, du comment. Avouer même une violence conjugale, C'est pas elles ne facile. le font pas tous naturellement. Fait que oui, il faut prendre en compte que il y a différents besoins-là, puis il y a différents des comptes-là, puis oui, je dois le dire, les gouvernements sont là, ils nous appuient, là, on a de l'aide exceptionnelle, mais il faudrait juste prendre conscience que si on y va par nombre et si on y va par besoin, ben notre besoin est aussi grand que d'autres formes d'organismes qui s'occupent d'itinérance, que j'allais dire de deux sexes ou de deux origines, là. Mhm. Donc, oui, il y a une différence. Puis nous, on l'a signifié. Et je vous le disais tout à l'heure, on a fait appel la semaine dernière à certains élus pour pouvoir avoir une discussion. Et les réponses sont vraiment positives actuellement. Je peux vous dire que mon agenda se remplit. Puis j'ai hâte de jaser avec chacun des élus de cette réalité-là, puis de voir comment on peut encore une fois mettre la lumière, puis voir comment on peut travailler encore mieux ensemble sur cette réalité-là. Ben justement, vous parlez du dernier dénombrement. Ça a eu lieu quand même assez récemment et on a même interpellé la population pour collaborer à ce décompte-là. Donc, si je comprends bien, les données sont un petit peu faussées plutôt, notamment ce qui a trait à la situation des femmes, si je vous entends bien. Oui, puis je suis obligée de dire oui, tu sais, quand est-ce que cette donnée-là sera une donnée purement scientifique, je pense que ça se décompte pas à ce niveau-là, mais il reste que oui, il y a eu du bénévolat, on a fait appel à la population. Les dénombrements, il faut le faire, c'est important de le faire. C'est juste que ce qui est important, c'est de ne pas prendre pour acquis que le nombre qui est là, il est réellement le portrait d'une réalité, parce qu'il faudrait penser que bien de nos femmes qui se présentent et qui rencontrent le sondeur ou la personne bénévole qui est là pour poser des questions, une grande partie de nos femmes le refusent. Hmm. Puis on ne peut pas les obliger. Alors moi, ce que je dis, c'est pourquoi ne pas prendre deux données? Pourquoi ne pas prendre une donnée que les organismes ont? Parce que nous, chaque femme qui se présente dans peu importe l'un de nos services tous les jours, elle est identifiée. On lui parle. Si on ne la connaît pas, on cherche qu'est-ce qui est en train d'arriver. On cherche comment on peut aider le plus rapidement possible. Donc, on a un répertoire, nous, complet de qui se présente chez nous. Hmm. Je comprends qu'on a un devoir de confidentialité, mais confidentialité des noms et non pas peut-être des nombres. Alors, pourquoi ne pas combiner différentes façons de faire ce dénombrement-là? Donc, utiliser les connaissances, les données de chacun des organismes et aussi proposer ce sondage qui nous amène ailleurs, qui amène beaucoup plus de questions. Le dénombrement sert aussi à comprendre d'où la personne vient, combien de temps a-t-elle déjà travaillé. Alors, comprenez que le nombre de questions, quand ça va pas bien, que je suis désorganisée, puis que ça fait 10 nuits que
que j'ai ma place dans un refuge, ça se peut que ça soit difficile, hein, comprenez, d'avoir le goût d'aller jusqu'à toutes ces questions-là. Fait que moi, je pense qu'il y a un petit peu d'ajustement. Je pense pas il y a de l'ajustement à faire au Diane, niveau de la démarche. je vous propose de prendre une courte pause, puis on va explorer ensuite vraiment un peu la mission de chacun de ces 6 lieux-là, parce qu'il y a des volets plus spécifiques, là. Donc, le refuge de jour, l'aspect logement et autres. Donc, on prend une courte pause et on revient tout de suite après. De retour au Héros Anonyme, nous discutons avec la directrice générale de la Maison Doris, Diane Pilote. Diane, on parlait de 6 lieux qui sont un petit peu là, sous le grand chapeau du refuge, la Maison Doris, en fait, 6 lieux. Quelle est leur vocation à chacun de ces lieux-là? Le premier lieu le plus important, je veux que vous sachiez qu'il existe depuis 1977. C'est notre centre de jour. C'est là où on reçoit les femmes en situation de précarité ou d'itinérance qui se présentent à nous à tous les jours pour, premièrement, leur offrir un répit où ils vont pouvoir rencontrer des intervenantes psychosociales, une place où ils vont pouvoir manger, où ils vont pouvoir prendre une douche. Une seule douche. En passant, on pourra en reparler plus tard. On a bien des projets pour agrandir parce qu'on est devenu beaucoup plus grand depuis. Alors, où on fait toutes sortes d'activités et surtout une clinique médicale où elles peuvent recevoir aussi des soins. Et ça, c'est ce qu'on appelle notre grand centre de jour. On fait du socio-récréatif. On s'occupe d'elles, on prend soin. Vous savez qu'on est aussi dans ce centre de jour-là, l'adresse permanente de certaines dames itinérantes. Donc, on s'occupe aussi de les aider dans toute la documentation administrative. Et jumelé à ça, on a un deuxième point de service qui s'appelle le centre de santé et de services. Dans le fond, c'est l'extension de notre centre de jour. On est là depuis 2022. C'est juste derrière le centre de jour. Avant, tous les services étaient sous le même toit, mais on comprend qu'avec la croissance du besoin d'aide et du nombre de femmes, on a dû trouver un lieu pas très loin pour pouvoir mettre là-dedans toute l'aide qu'on offre. Et là, on appelle ça nos programmes. On a différents programmes. On a une vingtaine de programmes d'aide différentes. C'est de l'aide mensuelle. Il y en a au niveau des produits, d'achat de produits alimentaires, d'accès, encore une fois, à une clinique médicale avec des médecins, optométristes. On a vraiment podiatre. On a vraiment différentes personnes là pour aider nos femmes. Accès vraiment à un programme de réintégration professionnelle, réintégration au niveau du milieu scolaire, collaboration communautaires différentes. Les femmes viennent au centre de santé et services pour y trouver vraiment cette partie-là. Ce sont plus des femmes qui sont logées en difficulté, puis on essaie de trouver dans nos programmes quel serait l'élément qui serait un déclencheur d'aide à la rendre plus autonome et surtout s'assurer qu'elle ne tomberait pas de l'autre côté de la ligne vers l'itinérance. On a juste en face de ces deux centres-là notre refuge de nuit qui est ouvert depuis 2022 et lui, eh bien, vient en aide à 24 femmes. On peut y résider ou en tout cas on peut y dormir 15 jours consécutifs et on réserve nos places au fur et à mesure. Et c'est un endroit où il faudrait vraiment que vos auditeurs et vous veniez le visiter. C'est un bel endroit paisible avec chacun un genre de petit cubicule, un peu à la japonaise, avec un endroit fermé, un petit lit, ma ventilation, ma petite lumière. C'est très cosy, c'est le fun. Ils ont des salles communes où ils peuvent jaser, ils peuvent manger un petit peu. Bien évidemment, automatiquement, chaque jour, douche, fourniture de vêtements de nuit et repas du soir avec collation. Donc, une place où elles peuvent venir se réfugier quand elles n'ont pas d'autres places où dormir. Maximum 15 jours. Consécutif. Vous comprenez que des fois, on a des relais à l'intérieur des différents centres. Oui. On appelle ça des ressources pour les femmes. Alors, je vais vous donner un exemple. La dame pourrait être chez nous 15 jours. On essaie de trouver une solution. On travaille avec elle. On essaie de voir qu'est-ce qui se passe, comment elle pourrait rapidement retrouver un toit.
Et si après son 15 jours, c'est pas là, on va commencer à travailler avec d'autres ressources. Donc, on va faire un exemple, quelques référencements vers le chaînon. Est-ce que le chaînon a de la place ce soir? Est-ce que le chaînon a de la place pour quelques prochains soirs? Est-ce que Femmes de rue a de la place? Alors là, on va faire le tour avec nos intervenantes pour être sûr que nos femmes ont un toit, minimalement, pour être sûr qu'un coup qu'on les a pris en charge dans une des ressources, elles ne se retrouvent pas complètement perdues sans nous. Donc, il y a tout ce travail-là qui est fait. Il y a 24 places dans notre refuge de nuit. Et je peux juste vous dire que c'est un besoin qui est criant. On a réellement besoin, encore une fois, d'agrandir ce niveau-là là, de refuge pour des besoins extrêmement sporadiques et qui sont soudains. Notre autre maison qu'on est en train de développer, il y en a 2 autres maisons. Il y a 2 résidences permanentes. Celle-là, il y en a une qui est une résidence de chambre. C'est une maison de chambre, de 20 chambres. Les femmes vivent comme en copropriété, à 3 ou 4 sous-logement. Et elles ont donc cuisine et salon commun et elles vivent donc dans leur chambre. C'est une maison permanente. Elles peuvent rester tout aussi longtemps qu'elles ont besoin d'y rester et on continue à offrir une présence d'une équipe professionnelle à temps plein avec une surveillance nuit et le week-end complet avec des agents internes de surveillance, mais tout au long de la semaine et même la fin de semaine, on a sur place de l'animation et des intervenantes psychosociales pour prendre les besoins des femmes, développer les femmes. C'est une maison elles peuvent, comme je vous le disais, rester tout aussi longtemps qu'elles le veulent, mais on sait qu'elles ont le goût, elles aussi, un jour de vivre sous leur propre toit, sans aucun règle ou règlement. Autonomie, oui. Oui, c'est ça. On comprend qu'on a des petits règlements. On ne peut pas vivre tout le monde ensemble sans ça. Bien sûr. Et on a aussi une autre résidence. Cette fois-ci, c'est des studios. Il y en a 26. Et là, c'est pour des femmes avec un autre petit niveau d'autonomie, mais avec des installations communes, mais vraiment avec un studio. Elles sont complètement autonomes. Et on leur assure aussi, durant le jour, des services d'accompagnement, d'animation et programmes de suivi individuel. Et une sécurité accrue nuit et week-end pour être certaine que tout se passe bien dans nos maisons. Ça, c'est un point important que je veux vous faire. Vous savez, offre-toi, c'est pas suffisant. Ça prend de la présence, ça prend du care. Les gens ont besoin elles ont besoin qu'on prenne soin d'elles. Elles ont vécu des choses, ces femmes-là, et elles ont besoin de quelqu'un qui, au cours du cheminement, est là pour s'assurer Souvent, c'est refaire le filet social. On redevient leur filet social pour leur permettre de reprendre vie. On a des belles histoires. D'ailleurs, on a des gradués de nos maisons. On est super contents Oui, parce qu'elles développent tellement leur autonomie, elles reprennent confiance et elles passent à un autre niveau d'appartement. Des fois, elles vont partir en appartement avec une amie, dans un appartement, je veux dire, régulier, autonome. Alors, nous, on est fiers dans ce temps-là parce que ça veut dire qu'on a réussi à leur redonner confiance et elles ont retrouvé une forme de répit dans leur vie. Une de mes résidences qui est là actuellement, je dirais, dans leur tête. C'est pas tout d'avoir un toit, il faut finir par en avoir un dans sa tête et se sentir confortable dans ça. Alors, on est bien contente. On appelle ça des cérémonies de graduation. Quand nos femmes, on en a une à l'été passé, à l'automne, mais elle nous a annoncé à l'été. Ça faisait presque un an qu'elle était avec nous. Alors, elle avait perdu la garde de sa fille, puis elle nous est arrivée une journée, nouvel appartement, qui est quand même subventionné, mais appartement subventionné. Puis à cause du cheminement qu'elle avait fait en un an, retour au travail, retour à une certaine stabilité, elle retournait vivre avec sa fille. Fait que c'est des belles graduations, ceux-là. Il y en a plein. C'est bon, 3 sur une vingtaine là, par année, on est contente quand ça arrive. Diane, vous avez eu une carrière auparavant dans le secteur financier, dans le secteur bancaire. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce virage? Quand j'ai quitté le secteur bancaire il y a quelques années, je me suis dit que je me trouvais chanceuse, moi. Moi, je me trouve encore chanceuse. J'ai eu la chance de grandir dans des organisations qui m'ont donné la chance de développer beaucoup de différentes compétences, différentes expertises. Puis je me disais, comment je redonne? Comment je redonne
à partir de ce moment-ci. Puis là, j'ai commencé à regarder j'avais encore le goût de faire des grands projets de transformation. Donc, j'ai fait une année de consultation dans un grand programme de consultation, puis plus de la consultation. Et même là, je me disais, ouais, j'aide, mais j'ai le goût que ça fasse une différence dans la vie des gens. Je savais pas de quoi je parlais à l'époque, mais chez Doris, ça a eu besoin d'aide à l'été 2023. Les opérations avaient des difficultés. Elles avaient besoin, je dis elles, parce que c'est des dames qui m'ont interpellée, du board et la DG de l'époque pour redynamiser les opérations de l'organisme. On avait vraiment besoin. On avait fermé certains points de service, dont, le plus important, le centre de jour, qui nous permet réellement d'aider. C'est par là qu'arrive le premier contact avec chez Doris. Alors, je suis venue aider. Je suis venue aider à remettre les opérations le plus possible de l'organisme dans un certain niveau d'efficacité, puis d'être capable d'offrir une certaine continuité, ne pas réouvrir et refermer. Alors, je suis venue faire ça, puis... votre cœur accroché. Ouais, bon, c'est fini. Je n'ai pas pu repartir. Quand on m'a dit, est-ce que tu accepterais de prendre la direction générale, je n'ai pas pu repartir. Puis depuis ce temps-là, je vous avoue que, ça continue. C'est de la transformation parce que les besoins sont changeants, sont grandissants. Fait que, puis vous savez, c'est fou un métier comme celui-là. Parce que hier, j'étais avec des bénévoles. Les gens nous disent merci. On est conscient de ce que chacun des autres fait pour les autres. Les donateurs, les gens avec qui je parle, à qui je demande de l'aide, me disent merci. Les femmes sourient. Les yeux des femmes, quand on les croise puis qui réalisent que c'est nous qui travaillons pour eux. Je vous le dis, puis s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont le goût de faire du bénévolat ou de s'investir, l'appel est lancé, Diane. C'est à nous de vous dire merci pour cet entretien. Donc, je rappelle, vous êtes la directrice générale de Maison Doris, Diane Pilote. Je vous invite, entre autres, chers auditeurs, à aller sur la page Facebook. Il y a une activité Ouvrage de courage ce samedi 10 mai. Vous allez pouvoir aussi aller sur le site Internet, faire des dons, voir comment donner des denrées. Il y a une boutique où il y a des mitaines de laine recyclée. Bref, une très belle œuvre à connaître. Merci beaucoup, Diane, d'avoir été avec nous. Bon succès pour le futur. Merci à vous pour l'intérêt pour chez Doris. Puis au plaisir de se reparler. Au revoir. Au plaisir. Merci. Vous écoutez Les Héros anonymes avec Chantal Doré. La dame blonde à l'air fort sympathique qui est devant moi a un T-shirt sur lequel il est écrit « Trouver sa place quelque part dans l'univers » et c'est signé Soldia. Et j'ai envie de savoir quelle est cette phrase et qu'est-ce que ça évoque pour vous, Sandra Bolduc? En fait, le chandail lui-même fait partie d'une collection de chandails qu'on avait lancé tout récemment pour faire une levée de fonds qui va nous permettre d'agrandir la maison Stéphane Fallu actuelle. Donc, il y avait Soulja qui avait cette phrase-là, on avait Annie Soleil-Proto qui avait sa phrase, Jen Gagnon qui a sa phrase, Stéphane Fallu, évidemment, lui, sa phrase, c'est « aimer pour vrai ». Donc, on avait une panoplie de gens là, qui ont... Puis aujourd'hui, c'est celui-là que j'ai décidé de mettre. Vous êtes aujourd'hui avec nous. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci de l'invitation. Donc, vous travaillez, je ne sais pas si je vais bien prononcer l'organisme POSA. POSA. Je voyais que le projet à l'origine, c'était un acronyme, Porte ouverte sur l'avenir. Exactement. Porte ouverte sur l'avenir, qui plus tard, ça c'est en 2001, puis en 2005, on s'est associé avec la Source des Monts, qui était plus au niveau toxicomanie et qui était à Saint-Jean, donc ça nous permettait d'ouvrir le travail de rue à Saint-Jean là, à ce moment-là. Mais maintenant, c'est un autre organisme qui s'occupe de Saint-Jean. On est revenu sur notre territoire de base. Donc, Carignan, Chambly. Et quand je regardais un petit peu le dossier de recherche, j'ai été un peu surprise, ayant habité, travaillé dans ce coin-là, de voir qu'il y avait autant de situations propres aux jeunes. Est-ce que c'est une situation qui a malheureusement grandi au fil du temps?
Bien, en fait, les jeunes, il y a toujours eu des besoins. Hein. Tous les Mm. jeunes auront des besoins. Moi, je vais avoir 51 ans là, dans quelques jours, mais je me rappelle à l'adolescence, j'avais plein de besoins, mais il n'y avait Oui. pas d'organisme comme POSA qui existait. Là, À part pour, les maisons des jeunes, mais ouais, tu sais, on était exactement. plus dans le divertissement, loisir, exactement, ouais. un petit peu d'accompagnement, mais nous, on est quand même complet. Là, on a une clinique jeunesse, des travailleurs de rue, de l'aide alimentaire, des programmes d'insertion à l'emploi, de l'hébergement maintenant avec la Maison Stéphane Fallu. Donc, c'est vraiment une panoplie, mais il y a aussi qu'il faut savoir qu'à Chambly, il y a le plus gros centre jeunesse de la Montérégie, avec unité fermée aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui vont fuguer parfois, puis on leur tapera pas sur la tête, je les comprends. S'ouvrir les yeux le matin, être en intervention, fermer les yeux le soir, puis être encore en intervention, savoir que si tu vas aller aux toilettes, il faut que tu glisses une petite carte en dessous de ta porte. Ça peut être très anxiogène pour un jeune. Là. Donc, on a toutes sortes de problématiques aussi, mais c'est pas parce que Chambly, c'est une belle ville. C'est une ville que j'adore. J'ai déjà été conseillère municipale de ma ville. J'ai adoré ça. J'adore. Je l'ai sur le cœur. Mais Chambly, c'est pas juste riche. Il y a des HLM. Il y a de la pauvreté aussi qui existe. Il y a aussi de la détresse de gens qui sont pas nécessairement en pauvreté. Là. La santé mentale, c'est pour toutes les portes, là. Bien, malheureusement, c'est ça. Il y a certains préjugés autour des jeunes qui vivent avec des difficultés qu'on pense que automatiquement, ils viennent de familles dysfonctionnelles, mais je comprends que c'est pas nécessairement le cas. Non, c'est pas nécessairement le cas. Puis, il y a des jeunes qui ont des grands besoins. Ils sont de plus en plus grandissants, mais c'est un peu comme... il y a une époque où on n'en parlait pas. Si tu filais pas, lève-toi, puis va travailler. Mais aujourd'hui, on peut être à l'écoute de ces gens-là puis dire, on peut vous aider parce que si on les aide pas là, ça va juste aller à son empirant. Ça va coûter de plus en plus cher. J'ai regardé une recherche il n'y a pas très longtemps qui disait qu'un jeune à la rue, dans la ville de Montréal, ça coûte 56 000 par année. Oui, j'ai vu ça. C'est quelque chose. Donc, ce sont des chiffres qui quand on voit ça, on se dit que ça justifie l'investissement social. Bien, tout à fait. Puis là, on parle de ça, mais j'ai discuté avec une étudiante en droit qui a fait un peu de recherche, puis elle m'a dit, puis juridiquement, c'est 71 000 par année, un jeune. Donc, quand on rajoute les frais de cours, par exemple, si un jeune, malheureusement, hérite d'un casier judiciaire. Exactement, mais il y a le crime. Bon, il faut combien ça a coûté, ce crime-là, les policiers qui sont dans le dossier, être en prison, ça coûte des sous. Puis plus tu restes d'années comme ça, plus les problèmes de santé mentale augmentent, les problèmes de toxicomanie augmentent, puis là, tu rentres dans un cercle vicieux incroyable. Là. Et qu'est-ce qui fait que ce retour sur l'investissement social ne semble pas encore compris par les instances gouvernementales? Parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Moi, je dirais que ça, c'est une grosse problématique. J'ai déjà parlé à des instances gouvernementales de certaines problématiques, puis on dirait que ils voient pas, ils sont pas dedans, ils voient pas la vraie réalité. Il faudrait sortir dans la rue puis aller jaser. Stéphane, il y a la phrase, comme j'ai dit tantôt, aimer pour vrai, là, mais c'est regarder pour vrai, pas juste regarder pour répondre, pas juste aimer pour dire « Ah, je l'ai aidé », mais le faire pour vrai puis le faire avec les meilleures intentions du monde. Mais ce qui prime quand tu es au pouvoir, souvent, c'est les chiffres. Parce que les gens veulent savoir où a été leur argent, combien qui a été investi dans quoi, qui est-ce qui fait la plus grosse manifestation, va avoir le plus d'argent. Donc, c'est souvent ça, malheureusement, c'est ces chiffres-là qu'on regarde, mais on ne regarde pas si j'aide quelqu'un, je donne 1 million maintenant, je n'aurai pas le résultat maintenant. Je vais l'avoir, les prochaines élections vont déjà être passées. C'est ça, malheureusement. Hein, on est plus qu'à... souvent, le résultat arrive après 4 ans, qui est souvent la durée des mandats. Donc, c'est une situation qu'on observe chez plusieurs organismes communautaires. Et vous avez raison, aujourd'hui, vous avez 2 stagiaires avec nous en marketing, en communication. Puis j'ai l'impression depuis quelques années que c'est souvent la cause qui réussit à mieux se marketer, qui est financée, alors que... la source de l'enjeu n'est peut-être pas là nécessairement. Non, c'est ça. Puis malheureusement, on n'investit pas assez en prévention. C'est la prévention. On dit gérer, c'est prévoir. Oui.
Ah, Donc, j'aime beaucoup gérer, cette phrase. c'est prévoir. Ça serait un bon T-shirt, ça. Gérer, c'est prévoir. Donc, faut garder ça en esprit. Si gérer, c'est prévoir, mais allons en prévention, gérons correctement notre argent ici, mais on regarde pas ça. On regarde, OK, je veux le résultat maintenant. Bien, il y a un gros enjeu qui est toute la situation, justement, des jeunes en centre jeunesse. Il y a le collectif des jeunes de la DPJ, entre autres, qui s'est exprimé là-dessus. Quand ça fait des années que tu es encadré dans une structure et tout à coup, à 18 ans, il y a une fin de service, c'est une espèce de vide là, qui attend ces jeunes-là. Pouvez-vous peut-être nous décrire un petit peu ce qui arrive à ces jeunes-là lorsqu'ils ont 18 ans et qu'ils sont un peu lancés dans la vie? En fait, il y a un programme qui s'appelait Qualification jeunesse. Je pense que dernièrement, ils ont changé le nom. Il faut que je me mette un peu à jour sur ça. Mais il y a un programme qui existe pour les jeunes, la DPJ, à 16 ans, qui peuvent avoir un intervenant qui va les aider à se préparer à la sortie. Mais à 16 ans, le jeune, il n'est pas là dans sa tête. À 16 ans, même quand tu es à la maison, à 16 ans, tu ne penses pas à ta sortie. Tu es en plein en train d'explorer la vie puis de ne pas savoir. Puis toi-même, tu sais, ton intérieur, tu te demandes qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux faire, je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Donc, c'est comme un peu tôt. Non plus, c'est ça. J'écoutais une entrevue tout à l'heure sur le fonctionnement du cerveau des adolescents, puis ça démontrait que c'est difficile d'acquérir. Tu sais, nous, mettons, on va se préparer pour la retraite, on va se préparer pour... ce 2 ans-là nous paraît normal, mais dans un cerveau qui est en plein développement, c'est pas la même chose. Mais on prend des décisions par les expériences qu'on a eues. Mais en centre jeunesse, quand ça fait longtemps que tu es là, t'en as pas d'expérience parce qu'on te dit à quelle heure te coucher, quelle heure te lever, quand manger. T'es drillé. Excusez le terme anglophone, mais t'es drillé solide. Fait que, puis si tu dépasses, si tu as reçu la mauvaise nouvelle que ta mère, finalement, elle viendra pas te chercher en fin de semaine, puis tu sais très bien que c'est parce qu'elle n'a pas d'argent, parce qu'elle a dû consommer, puis elle a tout brûlé l'argent. Ça se peut que le jeune soit en colère, puis ça se peut qu'il envoie chez le diable son intervenant, puis qu'il soit branché. Ah, ben là, tu peux pas parler comme ça, donc tu vas être en retrait. Mais il faut comprendre que le jeune, il vit quelque chose, là. C'est pas envers toi, là. Prends-les pas personnels. Je sais qu'il faut leur apprendre que ça se fait pas, mais laisse donc passer sa crise avant de l'envoyer, là. Donc, tu sais, il y a des choses qu'ils apprennent pas par eux-mêmes. Fait que prendre des décisions à 16 ans, c'est un petit peu difficile. À 17 ans et demi, souvent, là, ils tombent dans l'auto-sabotage. Là, ça leur pète d'en face. Oh my God! Faut que je me bouge. Dans 6 mois, je dors. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais devenir? Parfois, il y en a des parents qui sont prêts à accueillir, mais des fois, il n'y en a pas de parents. Surtout quand ils ont été retirés d'un milieu difficile très jeune. Le retour Il n'y a pas possible. rien. Le retour n'est pas possible. Ils se ramassent. Toutes les auberges sont pleines. Quand ils ne sont pas, c'est parce que c'est transitoire. Tu as 3 mois à peu près pour te trouver un travail puis un appartement. Mais après ça, tes problèmes ne sont pas réglés. Puis ta liberté, là... Moi, ce qu'on a beaucoup remarqué, là, c'est leur liberté, ils ne savent pas quoi en faire. Quand ils sortent, là, ils veulent... Moi, je vais faire ce que je veux. Puis, tu sais, ils ont tellement été restreints que là, ils veulent essayer plein d'affaires, puis ils se foutent de tout. Puis, tu sais, c'est pas qu'ils se foutent de tout, mais ils veulent essayer, ils veulent vivre, pour vrai. Expérimenter ce qu'ils n'ont pas pu expérimenter. Donc, c'est pour ça que nous, à la maison Stéphane Fallu, je dis toujours, ils rentrent à l'heure qu'ils veulent, ils sortent à l'heure qu'ils veulent. S'ils veulent se saboter, c'est correct, mais on va être là pour les ramener après. Puis on veut être là, on veut qu'ils expérimentent des affaires puis qu'ils se cassent un peu la gueule pendant qu'ils sont chez nous parce qu'ils ont besoin de le faire. Ils ont besoin de cet espace-là où ils peuvent expérimenter la vie pour ensuite prendre des bonnes décisions. Parce qu'on dit dans les centres, il faut que tu prennes des bonnes décisions. Mais oui, des bonnes décisions, ça se fait sur de l'expérimentation de ce qu'on a fait de correct puis de pas correct. Si on ne nous laisse pas expérimenter ça puis prendre nos propres choix, ben c'est ce qui arrive, là. C'est difficile de prendre des décisions après. Donc, à 18 ans, c'est là, les intervenants du programme Qualification Jeunesse font un beau travail, ils font tout ce qu'ils peuvent pour les aider, mais je pense que c'est le système dans lequel ils sont avant leur sortie qui est peut-être pas adapté à la vraie vie. J'entends peut-être un certain recul sans être nécessairement une critique, mais une certaine observation d'adaptation qu'il faudrait faire peut-être au niveau de l'approche des centres jeunesse? Bien, déjà, moi, j'ai bien de la misère avec le mot « centre de réadaptation ». Je comprends qu'il y a une réadaptation, mais c'est pas un centre carcéral. Ils sortent pas de prison pour des problèmes de toxicomanie. Je trouve que centre jeunesse, ça
révélait mieux que c'est un centre pour les jeunes. Faut pas oublier que Est-ce que je comprends qu'il y a eu un changement de nom? Oui, surtout Ah les oui? bâtiments, là, c'est écrit Centre de réadaptation. Ah oui? Ouais, OK. ouais. Et c'était écrit Centre jeunesse avant? Ah oui, quand j'étais tout petite, j'allais voir mon frère, puis c'était au centre jeunesse, pas au centre de réadaptation. On parlait pas de réadaptation. Ils font de la réadaptation. C'est correct, c'est normal. Je veux pas critiquer les centres jeunesse. Oui. Ils sont là pour une bonne raison, là. C'est soit ça, soit que le petit gars ou la petite fille subit des choses pas le fun à la maison ou dans leur milieu. Fait qu'il faut que ça existe, puis c'est important que ça existe. Mais peut-être penser que quand tu arrives à 16 ans puis tu veux les préparer à la sortie, peut-être leur laisser plus de place à pouvoir expérimenter eux-mêmes la vie puis prendre leurs propres décisions. Sandra, j'entends quand j'allais visiter mon frère, donc vous avez été touchée personnellement par cette situation. Oui, bien, quand j'étais jeune, moi, il m'est arrivé toutes sortes de péripéties. Je viens de Saint-Henri-Pointe-Saint-Charles, je viens pas d'un quartier facile. Oui. Puis j'ai dû quitter l'école jeune. Puis je suis retournée, dès que j'ai pu, je suis retournée aux adultes. Moi, il n'était pas question que je reste à travailler dans l'endroit où je travaillais toute ma vie. Puis j'ai repris le dessus de tout ça, puis je voulais devenir travailleuse sociale. Ouais, j'allais voir mon frère qui était placé au Mont-Saint-Antoine. Il a fait des petites conneries, il s'est ramassé à quartier. Puis c'était vraiment comme des barreaux de prison. Pour moi, mon frère était en prison quand j'étais petite. Il était en centre jeunesse, mais pour moi, j'allais le visiter en prison. Puis ça m'a beaucoup touchée, mais mon entourage aussi du quartier d'où je viens, c'est sûr qu'on voyait beaucoup de jeunes avec des grandes difficultés. Tu sais, j'ai vécu mes propres difficultés aussi. Mais comme je venais du secteur pour adultes et non directement du secteur jeunesse, mais je passais après les autres au cégep. Fait que j'ai juste fait un DEP en coiffure pour pouvoir, en attendant, payer mes études plus tard. Puis finalement, ça m'a amenée à être antiquaire puis à être conseillère municipale. Mais puis aujourd'hui, je suis directrice d'un organisme absolument formidable. Sauf que quand je regarde le parcours, c'est beaucoup de la gestion. J'avais des habiletés de gestionnaire. Puis quand les jeunes me disent « Ah, je sais pas ce que je veux faire », c'est normal. Moi, je voulais un DEP en coiffure. Puis aujourd'hui, je développe tes habiletés, fais qu'est-ce que tu as envie, puis vas-y 5 ans à la fois, développe tes habiletés, puis ça va t'amener où tu veux. Mais essaye pas d'être quelque chose que tu veux pas être. Développe tes habiletés, puis amuse-toi dans la vie, puis à un moment donné, tu vas dire « OK, c'est là, je m'en vais ». Vous attestez vous-même avec votre parcours que c'est possible. Oui. Si faut juste s'entourer des bonnes personnes. Quand on s'entoure des bonnes personnes qui sont là pour les bonnes raisons, je pense qu'on peut s'aider. Moi, j'ai eu ma grand-maman. Ma mère était une inspiration. On avait de la misère à arriver, puis elle nourrissait tout le monde. Ma grand-maman, c'était quelqu'un d'incroyable qui m'a montré beaucoup la résilience. Et puis, finalement, la personne qui m'a aidée vraiment à sortir de ma coquille et devenir qui je suis, c'est un homme. En fait, c'est même pas une femme. C'est quelqu'un qui a cru en moi, qui est venu me voir, qui m'avait dit... avec sa voix rauque, Sandra, toi, tu serais bonne en politique. J'ai dit, ben non, je connais rien en politique. Puis il dit, non, t'aimes les gens. Puis si t'aimes pas les gens, t'as pas d'affaires en politique. Est-ce que c'était quelqu'un en politique? Oui, c'était le maire de l'époque. Puis Charles en politique. Oui. Denis Lavoie. Oui? Oui, ça a été quelqu'un qui m'a donné ma chance, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a toujours poussé, qui me respectait. Des fois, il parlait, puis tu sais, Sandra, là, j'ai pas d'air. Puis je l'écoutais, puis je disais, OK. Puis il dit, je m'excuse. Il dit, j'ai parlé un peu trop fort. Je dis, ben non, c'est correct. Tu parles de même à tout le monde. Il dit, ben justement, je te respecte, je vais te parler comme tout le monde. Pas parce que tu es une femme que je vais parler différemment. Je dis, c'est parfait, ça, c'est du respect. C'est pour moi de me parler. D'avoir le même discours parce que je suis une femme qu'il y avait avec un homme. Puis ça m'a beaucoup inspirée sur plusieurs choses. Puis il m'a poussée à prendre des mandats, tu sais, de sauver la clinique jeunesse à l'époque qui devait fermer. C'est lui qui m'a dit, va sauver la clinique jeunesse. J'ai découvert POSA. J'ai découvert cette mission-là avec laquelle je suis tombée complètement en amour. Ça venait rejoindre mes valeurs. Il y a eu un rendez-vous. Tout à fait. Sandra, je vous propose de prendre une courte pause et on poursuit notre entretien tout de suite après. Parfait.
De retour en studio pour notre dernier bloc des Héros anonymes, je suis en studio en compagnie de Sandra Bolduc qui dirige POSA SDM. Et on parlait à quel point cette mission-là a séduit Sandra. Et j'aimerais peut-être, Sandra, qu'on aille un peu dans le détail là, des différents services que vous offrez. Donc, il y a 7 grands services. Et j'entendais là, que c'est quasiment 7 organismes sans but lucratif en un. Oui. En fait, on a plusieurs services. On a la clinique jeunesse, les travailleurs de rue, un programme d'insertion socio-professionnelle qui s'appelle POSE, Porte ouverte sur l'emploi. On est très concept. On a J'ai faim tous les jours. Donc, J'ai faim tous les jours, c'est une fondation qui nourrit les enfants sur l'heure du dîner, des repas chauds. Dans les 9 écoles de Chambly-Carignan. On couvre quand même, nous, jusqu'à Saint-Césaire, mais pour ce volet-là, c'est vraiment Chambly-Carignan. Et on a aussi des programmes jeunesse là, au niveau de l'interculturel, pardon. On a une panoplie vraiment de services qui vient comme Posart. On fait des expositions d'œuvres d'art. On a des ateliers d'écriture. Puis en ce moment, avec ça, puis le programme d'insertion socio-professionnelle et le programme en interculturel, on est en train de créer un album, là, justement, par les jeunes, pour les jeunes. Puis c'est Christophe Martin qui fait tout le mixage et tout ça. Donc, un album de musique. Oui, qui s'en vient. Puis le dernier bébé, c'est Maison Stéphane Fallu, justement, qu'on a ouvert. Ça va faire 3 ans en juillet, là. Et quelle est la spécificité de cette maison? La maison Stéphane Fallu, c'est fait pour accueillir les jeunes qui, à 18 ans, sortent des centres jeunesse et se retrouvent à la rue. C'est surtout des jeunes, ceux qu'on a, c'est des jeunes qui ont souvent pas de famille ou des familles qui sont pas aptes à pouvoir recevoir le jeune. C'est des jeunes, la plupart, je vous dirais, c'est des jeunes qui ont été longtemps en centre jeunesse. Ce qu'on reçoit, là, c'est pas un critère, c'est juste un constat que je fais. Souvent, c'est des jeunes, évidemment, que ça fait longtemps qu'ils sont des affiliés de la communauté, si on veut, régulière. Je dis là, on ne voit pas, je fais des guillemets à régulière, là, c'est juste que le train de vie d'un jeune en centre jeunesse, c'est pas nécessairement le train de vie d'un jeune qui habite chez ses parents avec des parents aimants et tout ça. Donc, l'idée, c'est qu'ils doivent avoir minimalement 17 ans et demi, avoir reçu les services de la DPJ dans la dernière année et avoir un projet de vie. Parce que ce que je voulais... Nous, on a le plus grand centre jeunesse, la Montérégie, à Chambly. Oui. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent chez POSA. Puis, même si je suis supposée être la directrice dans son bureau, j'aime ça interagir avec les jeunes et tout. Puis, ce que je voyais, c'est que souvent, il y avait des projets. Mais des beaux projets de vie. Moi, j'aimerais ça aller chercher mon permis. Mais quand je vais aller en appart, je vais faire ça. Puis... Il faudrait qu'il y ait une place où ils peuvent faire ça parce que moi, je sais très bien qu'une fois que tu es en appart, aller essayer d'aller chercher ton permis de conduire, ça coûte 1 000 $. Là, il faut t'acheter ta voiture. Puis là, si tu veux étudier en même temps, c'est que puis on sait que le prix des logements a explosé. On en parlait avec notre première invitée. Exactement. Fait que ça prendrait une place. Puis j'étais en train de lire les rapports de mes intervenants. Puis je suis allée à ma voiture chercher quelque chose. J'ai vu mon voisin qui était sur son terrain, puis je savais que dans la maison, c'était plein de petites chambres. Fait que j'ai juste eu le flash, j'ai eu comme un flash, j'ai dit « chambre en ville ». Bonjour voisin. Ouais. C'est ça. J'ai dit « hey, chambre en ville, ça, c'était cool. On devrait faire ça pour les jeunes ». Puis je suis juste allée le voir, puis j'ai demandé s'il voulait me vendre sa maison. Ah oui! Après, j'étais allée voir mon conseil d'administration. J'ai dit, là, j'aimerais ça acheter sa maison. Voici comment, mais je suis toujours préparée. Quand je rencontre mon conseil, là, ils sont de très bonne écoute. Ils posent beaucoup de questions. Ils s'assurent que tout est fait dans les règles de l'art, évidemment. Mais j'étais arrivée très préparée, là. Voici les besoins. Voici combien ça coûte. Voici où on s'en va. Ils ont dit, OK. Puis j'ai dit, moi, Stéphane Fallu, c'est quelqu'un qui venait déjà chez POSA, qui était déjà venu rencontrer les jeunes pour les inspirer. Il habite Chambly. Je connaissais très bien son gérant, Martin Deshaies aussi. Donc, j'ai juste dit, hey, moi, j'ai envie de faire ça, Stéphane, est-ce que tu embarquerais? Ça, oui, c'est concret, j'aime ça. On en a parlé, on en a discuté, tout ça. Et puis, finalement, on a offert, ça va être la maison Stéphane Fallu. Lui, il trouvait ça gros un peu. Ouais. Mais je dis, écoute, c'est tout à ton honneur. Si j'appelle ça maison soleil levant, là, les gens, ils vont avoir de la misère à voir, OK, à quoi ça sert? On sait que tu es un enfant qui a été en DPJ, qui a été adopté. Ça va avoir plus de sens même pour les jeunes qui vont habiter dedans. Fait qu'il a accepté, mais il est aussi membre du conseil d'administration. Il vient voir les jeunes, fait des activités avec eux. C'est vraiment impliqué dans le projet du début à la fin.
Et puis, c'est vraiment comme ça qu'est arrivé, Stéphane. Tout simplement, j'ai expliqué le projet, puis il est tombé en amour, puis embarqué dedans. J'imagine pour lui, c'est une façon de redonner avec le parcours qu'il a eu. Je pense qu'il a été dans 5 familles d'accueil Oui, aussi. ça a été très difficile, heureusement, à 7 ans. Heureusement pour lui, c'est un jeune âge quand même. Il a trouvé une bonne famille qui s'est bien occupée de lui, qui l'ont adopté. Mais il a encore souvenir des mauvaises familles qu'il y a eu aussi. Ouais. Donc, c'est pas toujours facile. Puis, il essaie d'aider exactement ces jeunes-là comme il peut, puis d'essayer on essaie tous de les inspirer à regarde, ça va être beau en avant. Là. Si tu continues, garde le cap, ça va être beau. Mais il faut que tu gardes le cap. Oui, bien, c'est 2 beaux exemples que les jeunes ont devant eux. Et bon, je comprends que Stéphane Fallu, animateur humoriste, a eu quelques réticences à ce qu'on appelle la maison à son nom. Et là, on vous a proposé un pavillon à votre nom. Oui, exactement. La maison Stéphane Fallu. Bien, on l'agrandit pour recevoir des femmes. Donc, c'est sûr qu'on a commencé par les garçons parce qu'on a le centre jeunesse et garçons. Donc, on avait le besoin qui était là. Mais aussitôt qu'on a ouvert le nombre d'appels qu'on a eu d'intervenants qui étaient en centre pour filles, qui disaient on a besoin, on trouve pas de place, tout ça. Puis j'ai fait un peu de recherche. J'imagine bien, moi je suis une femme, j'ai jamais été à la rue, heureusement. J'ai travaillé fort, mais j'ai eu la chance, comme je vous dis, d'avoir ma grand-maman, ma maman qui était une inspiration, tout ça. Mais je réalisais tous les besoins qu'ils ont. J'ai fait un peu de recherche, puis là, je me disais, écoute, ces filles-là, il y a un énorme pourcentage qui ont déjà avoué, puis ça, c'est dans une étude qui est sortie, qui ont déjà avoué avoir fait de la prostitution. Ouais. La quantité de jeunes qui ont été mis en centre jeunesse pour des raisons à caractère sexuel, ça, c'est juste la raison pour laquelle ils ont été en centre. On ne calcule même pas toutes les jeunes femmes qui ont été en centre jeunesse, que c'était pas nécessairement, c'était peut-être d'autres négligences, mais ça ne dit pas qu'ils ont aussi subi des attouchements ou des agressions à caractère sexuel. Donc, il y a une espèce de sexualisation de ces jeunes femmes-là, très jeunes. « Ah, t'es belle, toi, tu vas réussir. Ah, t'es belle. » Et plutôt que d'aller dans la force de caractère, l'intelligence, puis d'estime d'elle-même. L'estime d'elle-même est souvent autour de leur corps, puis de leur beauté, puis d'être belle, puis de... C'est ce qu'on valorise. Puis malheureusement aussi, parfois, elle croise la route, bon, que ce soit de proxénètes ou même de conjoints violents qui, malgré l'horreur de la situation, leur procure une certaine sécurité. C'est ça, puis leur survie qui les attend, c'est quoi? C'est souvent ça, à la sortie, tu sais. Ils s'en sortent, des fois, il y en a qui se ramassent dans la rue, mais quand tu es dans la rue, tu as le risque d'être violé. Fait que des fois, t'aimes mieux être avec un conjoint qui est abuseur que d'être en rue à te faire violer. Mais là, ces femmes-là, plus tard, ils se ramassent dans des maisons d'hébergement pour femmes violentées. Puis c'est une espèce de cercle différent, mais c'est quand même un cercle d'enfer. Donc, on a dit, je dis au conseil, j'aimerais ça, tu sais, voir agrandir la maison si c'est possible. Et puis, ils ont dit go, go, go. Puis, ils me sont arrivés avec ça. On va aller sonner chez l'autre voisin? Non, on a agrandi. Le terrain nous le permettait, l'agrandissement à même la maison, mais c'est comme séparé, mais il y a une porte entre les deux quand même. Et puis, ça a été long, ça a été un long périple, là, faire accepter les plans et tout ça, mais on a fini par y arriver. Là, on est encore en financement, on n'a pas encore tous les sous, mais on travaille fort pour finir par y arriver. La construction est déjà commencée, fait qu'on est comme sur un gros sprint en ce moment. Mais oui, mais sont arrivés avec ça. Bon, on a décidé qu'on appelle ça Pavillon Sandra Bolduc. Fait que là, je dis, ben là, pourquoi? Fait que, c'est ton idée, puis on veut pas avoir le nom de quelqu'un de connu, on veut avoir quelqu'un qui va les inspirer. Je dis, c'est très gentil, je vous remercie, ça m'a touché au cœur, mais je trouvais ça gros. Puis après ça, je suis revenue, puis j'ai dit, OK, je veux que ça s'appelle le Pavillon Sandra Bolduc, mais pas nécessairement, oui, si je les inspire, tant mieux. J'aurais fait mon travail au-delà, puis tant mieux. Mais il y a tellement de femmes dans le milieu communautaire. On est majoritairement des femmes dans le milieu communautaire. C'est un milieu où j'ai jamais vu de grève du communautaire à grandeur du Québec. J'ai pas vu ça. Ouais, ça fait puis pourtant, le salaire là, est au plus bas. Si je travaillais pour le 6 en ce moment, mon salaire serait le double de ce que je fais en ce moment. Double. Pour le même travail. Probablement moins, parce que je travaille pas mal plus 60 heures semaine que les 35 que je suis payée. Fait que, tu sais, on est sous-payé, on est un milieu que c'est des femmes,
Puis il y a tellement pas de reconnaissance. Puis quand ça arrive qu'il va y avoir un pavillon à ton nom, c'est parce que tu es morte ou retraitée et proche d'être morte. Bien, Sandra Bolduc, vous êtes bien vivante, on en atteste, Oui. bien vivante, enflammée, passionnée. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes la directrice générale de POSA SDM. J'invite nos auditeurs à visiter votre site Internet. S'ils ont envie de contribuer, ils peuvent le faire en ligne. Il y a un reçu de charité qui est envoyé par courriel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et c'est à mon tour également de remercier notre dynamique équipe, Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Salutations à nos stagiaires, aux stagiaires du POSA SDM qui sont en régie aussi avec Mathieu. Je vous invite à écouter tous nos autres épisodes qui sont sur canalem.vusevoix.com. Chantal Doré, je vous souhaite une magnifique semaine.